Je sais avec quelle facilité des notions comme celle du sentiment de l'espace peuvent dégénérer dans les platitudes du verbiage, mais finalement aussi dans celle des arts appliqués. J'éprouve ici ce que sont les bornes du non-spécialiste, incapable de cerner avec assez de précision des notions comme celle-là, qui dans l'architecture moderne d'un certain poids nous tiennent si instamment les yeux ouverts. Qu'on me permette malgré tout de spéculer et d'avancer que le sentiment de l'espace, à la différence de la représentation abstraite de l'espace, doit bien correspondre dans le domaine visuel à ce qui s'appelle le musical dans le domaine sonore. L'essence du musical ne saurait être rapportée à une conception abstraite du temps, c'est-à-dire à la capacité, qui rend certes bien des services, d'avoir une représentation exacte des unités temporelles, du métronome, sans avoir besoin de son battement. De manière semblable, le sentiment de l'espace ne se borne nullement à l'imagination de l'espace, même si elle est sans doute indispensable à l'architecte, qui doit pouvoir lire ses plans et ses coupes comme le musicien ses partitions. Le sentiment de l'espace, lui, me paraît exiger davantage. C'est à partir de l'espace qu'on doit laisser quelque chose venir à l'idée. Rien qu'on mette à son gré dans l'espace, ni qui soit indifférent à son égard. De manière analogue, c'est à partir du temps, du besoin d'organiser le temps, que le compositeur doit inventer ses mélodies, et du même coup, l'ensemble des structures musicales. Ne suffisent en l'occurrence ni les simples rapports de temps qui sont indifférents à ce qui advient concrètement avec la musique, ni l'invention de mouvements musicaux, singuliers ou complexes, où la pensée aurait oublié d'intégrer leur structure temporelle et les rapports de temps qu'ils entretiennent. Si le sentiment de l'espace est productif, la fin jouera dans une large mesure le rôle du contenu, face aux éléments formels que l'architecte crée à partir de l'espace. Grâce à la fin, la tension entre forme et contenu, sans laquelle il n'y a pas d'art, se transmet précisément à l'art finalisé. Il y a tant de vérité dans la cèse de la nouvelle objectivité concrète que l'expression subjective immédiate serait inadéquate. Si c'est elle qu'on recherche, le résultat n'est pas de l'architecture, mais parfois du décor de cinéma, comme dans le vieux film Le Golem, du bon décor au demeurant. La place de l'expression subjective en architecture est occupée par la fonction qui a trait au sujet. Dès lors, l'excellence de l'architecture tiendrait à la profondeur avec laquelle se médiatisent mutuellement ces deux extrêmes, que sont la construction de la forme et la fonction. Toutefois, la fonction qui a trait au sujet n'a pas trait à l'homme en général, à un homme défini une fois pour toutes par sa physis. Cette fonction prend en considération les hommes concrets d'une société donnée. En allant contre les instincts refoulés et accumulés des sujets empiriques, qui dans la société contemporaine en sont encore à désirer le bonheur dans leur coin avec tout ce qu'on peut imaginer de plus moisi, l'architecture fonctionnelle défend la cause de l'intelligible, celle d'une potentialité humaine que la science d'avant-garde appréhende mais qui est étouffée chez les hommes, condamnés à l'impuissance jusque dans leur être intime. Une architecture digne de l'homme pense les hommes meilleurs qu'ils le sont. Elle les pense tels qu'ils pourraient être au regard du développement de leurs propres forces productives, incorporées dans la technique. L'architecture contredit au besoin hic et nunc dès lors qu'elle est au service du besoin. Si elle ne sert pas à immortaliser une idéologie, elle est encore et toujours proférée dans le vide, comme le déplorait le titre du livre de Loos, voici bientôt 70 ans déjà. Que les grands architectes de Loos à Corbusier et Charoun n'aient pu inscrire dans la réalité de la pierre et du béton qu'une partie infime de leur œuvre ne peut s'expliquer par la seule incompréhension des entrepreneurs et des régies administratives, sans bien sûr la sous-estimer pour autant. La raison en incombe à un antagonisme social sur lequel la plus forte des architectures n'a aucune prise. La même société qui développe les forces productives de l'homme jusqu'à l'inimaginable les enchaîne aussi aux rapports de production qui leur sont imposés. Et les hommes qui sont en vérité les forces productives, cette société les déforme à la mesure des rapports de production. Cette contradiction fondamentale se manifeste dans l'architecture. Elle ne peut d'elle-même s'y soustraire, pas plus que ses utilisateurs. Elle n'a pas entièrement raison et les hommes n'ont pas tous les torts, eux sur qui la faute retombe de toute façon, parce que leur conscience et leur non-conscience ne sont pas considérés comme adultes, ce qui leur interdit totalement de s'identifier à ce qui est leur affaire. Parce que l'architecture, en effet, n'est pas seulement autonome, mais qu'elle a aussi une finalité. Elle ne peut nier purement et simplement les hommes tels qu'ils sont, même si elle le doit également parce qu'elle est autonome. Si elle ignorait les hommes tels quels,
elle s'accommoderait à une anthropologie, voire à une ontologie discutable. Ce n'est pas un hasard si Le Corbusier a forgé la fiction d'hommes modélisés. Les hommes vivants, même les plus retardataires et les plus empiégés dans la convention, ont droit à la satisfaction de leurs besoins, fussent-ils de faux besoins. Si la pensée qui se soucie du besoin véritable et du besoin objectif conduit à outrepasser toute subjectivité sans avoir pour elle le moindre égard, alors elle se retourne en brutale oppression, comme dans le cas de la volonté générale, contre la volonté de tous. Même dans le faux besoin qu'éprouvent les vivants règne encore un soupçon de liberté. C'est ce que la théorie économique appelait autrefois la valeur d'usage, face à l'abstraction de la valeur d'échange. Il est fatal que les hommes considèrent l'architecture comme leur ennemi, parce qu'elle leur refuse ce que eux, qui sont ainsi et pas autrement, veulent et dont ils ont même besoin. Au-delà de la dimension culturelle du phénomène, l'antinomie peut trouver son explication dans le mouvement qui affecte le concept d'art. Pour être pleinement art, selon la loi propre de sa forme, l'art doit cristalliser de manière autonome. C'est ce qui fait sa teneur de vérité, sinon l'art serait soumis à ce qu'il nie par sa seule existence. Mais l'art est aussi fait par des hommes. Il ne peut donc se soustraire complètement à eux. Il contient en soi constitutivement ce contre quoi il se défend. Lorsque l'art abolit entièrement la mémoire de son être pour autrui, il devient un fétiche. Il devient cet absolu autoproduit et du même coup d'emblée relatif qui fut le mode sur lequel le Jugendstil rêva la beauté. Jugendstil, art nouveau. Cependant, l'art est obligé de tendre vers son pur en soi s'il ne veut pas être la victime de ce dont il a à un moment percé à jour l'aspect problématique. S'ensuit un quiproquo. Ce qui est visé comme son sujet virtuel, c'est-à-dire un type d'homme libéré, émancipé, qui ne serait possible que dans une société transformée, apparaît dans la société présente comme une adaptation à la technique, dégénérée au point de devenir sa propre fin, et donc comme l'apothéose d'une réification dont l'art est le contraire irréconciliable. Ce n'est pourtant pas pur semblant qu'il soit autonome ou, comme on dit, appliqué, plus l'art est conséquent avec lui-même et obéit à la loi de sa forme propre, en dénonçant ses propres sources magiques et mythiques, plus il est exposé au péril de cette adaptation à laquelle il ne peut opposer la formule d'un monde. L'aporie de Thorstein Veblen se répète. Avant 1900, il réclamait que les hommes, pour se délivrer du mensonge de leur vie, dû à leur monde d'images, pensent de manière purement technologique, selon l'ordre mécanique de la causalité. Ce faisant, il a validé les catégories chosales du régime économique auquel s'adressait toute sa critique. Au stade de la liberté, ce ne sont pas les hommes qui se régleraient sur la technique qui est là pour eux. C'est la technique qui se réglerait sur les hommes. Cependant, à l'époque contemporaine, les hommes ont pénétré dans la technique. Et comme s'ils lui avaient donné leur meilleure part en héritage, ils sont restés loin derrière elle, comme des coquilles vides. Concernant la technique, leur propre conscience est chosifiée, et elle doit donc être critiquée du point de vue de cette technique, du point de vue chosal. La proposition plausible selon laquelle la technique est là pour les hommes est passée, elle, au rang des platitudes de l'idéologie retardataire. On en jugera au fait qu'il suffit de la reprendre comme une litanie pour se voir récompensé d'une approbation enthousiaste et unanime. Au stade de la fausse communauté, rien ne gomme la contradiction. Une utopie librement imaginée, dépassant les rapports de finalité qui gouvernent l'existant, serait sans force aucune, parce qu'elle est bien obligée d'emprunter à l'existant ses éléments et sa structure. Elle serait gratuité de l'ornement, ce qui, à l'inverse, comme sous le régime de l'interdiction des images, bannit l'élément utopique et immédiatement condamné à bannir l'existant. La question du fonctionnalisme est celle de la subordination à l'utilité. Sans aucun doute, l'inutile voit sa part réduite. Le processus du développement a révélé son insuffisance esthétique immanente. A l'inverse, l'utile pur et simple est impliqué dans des responsabilités. Il participe à la désertification du monde et à l'inconsolable, sans que les hommes puissent pourtant être de même capables d'une consolation qui ne serait pas un leurre. Si au moins cette contradiction résistait à la volonté qu'on a de l'éliminer, il suffirait d'un rien pour la comprendre. Dans la société bourgeoise, l'utilité a sa dialectique propre. L'utile serait un point suprême, ce serait la chose devenue humaine, la réconciliation avec les objets qui cesseraient alors de se murer contre les hommes, lesquels à leur tour cesseraient d'infliger aucune honte aux objets. La manière dont l'enfance perçoit les objets techniques qui se présentent à ses yeux comme des images d'un monde proche et secourable
pure des intérêts du profit et la promesse d'un tel stade. Cette manière de voir n'était pas étrangère à l'utopie sociale. On pourrait penser qu'au point de fuite du développement, les choses devenues tout à fait utiles pourraient perdre leur froideur, et il n'y aurait pas que les hommes à pouvoir cesser de souffrir du caractère chosal du monde. Les choses elles-mêmes recouvreraient leur être propre dès lors qu'elles trouveraient toute leur finalité, délivrées de leur propre choséité. Mais dans la société réelle, l'utile est masqué, ensorcelé. Le mensonge tient à ce que cette société laisse apparaître les choses comme si elles étaient là pour l'homme. Or, elles sont produites pour le profit. Elles ne satisfont les besoins qu'accessoirement et elles les sollicitent selon les intérêts de ce profit, à la norme desquels elles les amputent aussi. Parce que l'utile, ce qui vient pour le bien des hommes, ce qui est purifié de toute domination et de toute exploitation, serait ce qui convient. Rien n'est plus esthétiquement insupportable que sa figure contemporaine mise sous le boisseau de ce qui lui est inverse et qui la déforme jusqu'au plus intime. La raison d'être de tout art autonome depuis les débuts de l'ère bourgeoise est que seul l'inutile tient lieu de ce qui serait enfin l'utile. L'usage heureux, le contact avec les choses au-delà de l'antithèse de l'utilité et de l'inutilité. Ainsi les hommes qui veulent un meilleur sort se révoltent contre l'ordre du pratique. Lorsqu'ils le proclament d'une manière réactive et emphatique, alors ils passent à l'ennemi. Travailler, dit-on, n'est pas un déshonneur. Comme la plupart des proverbes, celui-ci ne fait que crier plus haut que sa vérité inverse. L'échange déshonore le travail utile lui-même et sa malédiction rattrape aussi l'art autonome. Car dans l'art autonome, l'inutile, prisonnier de sa forme limitée et particulière, est irrémédiablement exposé à la critique que l'utile exerce contre elle. Cependant que dans l'utile, ce qui est là une fois pour toutes se ferme à ses possibilités. Le mystère obscur de l'art et le caractère fétiche de la marchandise. C'est de cette intrication que le fonctionnalisme voudrait sortir, mais c'est en vain qu'il ronge ses chaînes, tant qu'il reste sous l'obédience de la société elle-même prise dans cette intrication. J'ai tenté de porter à votre conscience les contradictions dont la solution ne peut être esquissée par un non-spécialiste. On peut douter qu'elle puisse être résolue aujourd'hui. Dans cette mesure, je dois m'attendre, à mon tour de votre part, au reproche de l'inutile. Je pourrais m'en défendre en soutenant justement l'idée que les concepts ne sauraient être pris inconsidérablement en termes d'utilité et d'inutilité. Le temps est révolu où chacun était autorisé à se renfermer et s'arc-bouter sur sa propre tâche. Le concret des choses réclame la réflexion, cette réflexion que l'objectivité concrète met hors jeu en restant étrangère aux choses mêmes. Si l'on s'empresse de refuser à la pensée sa légitimité en lui déniant toute utilité, on la met hors circuit le plus souvent au point précis où elle fait mûrir des perspectives qui, un jour, inopinément, pourront se mettre au service d'une meilleure praxis. La pensée a sa dynamique propre avec ses contraintes, tout autant que vous avez la vôtre dans le travail que vous menez sur le matériau. Il y a une crise. Elle se lie dans le fait que le travail concret de l'artiste, qu'il soit ou non engagé sur une finalité, ne peut plus désormais s'effectuer de manière naïve, c'est-à-dire selon une démarche préétablie. Cette crise exige du spécialiste, si fier soit-il de son métier, qu'il voit plus loin que son métier pour y satisfaire. Est-ce d'un double point de vue? D'une part, selon celui de la théorie de la société. Le spécialiste doit prendre en considération le lieu de son travail dans la société et les limites sociales auxquelles il se heurte à tout moment. C'est drastiquement le cas avec le problème de l'urbanisme, où au-delà même des tâches de la reconstruction, il y a télescopage entre des questions de construction et des questions de société, comme celle de l'existence ou de la non-existence d'un sujet social commun. Qu'aucun urbanisme ne suffise, qui se définirait selon des fins particulières au lieu d'une finalité sociale commune, nul besoin de commenter davantage. Les points de vue pratiques immédiats concernant l'urbanisme ne coïncident nullement avec les points de vue vraiment rationnels, débarrassés des irrationalités sociales. Il leur manque ce sujet social collectif que l'urbanisme devra avoir en vue. C'est une des raisons majeures pour lesquelles il est menacé ou bien de dégénérer jusqu'au chaos, ou bien de faire obstacle à la capacité singulière et productive de construire. D'autre part, néanmoins, et je voudrais souligner ce point avec quelque insistance devant votre assemblée, l'architecture et tout art finalisé réclame à nouveau la réflexion esthétique, si vilipendée. Je le sais, le mot d'esthétique résonne de manière suspecte à vos oreilles. Vous allez l'associer à des professeurs qui, les yeux levés au ciel, élucubrent les lois toutes formelles d'une beauté éternelle et immarcessible, qui ne sont généralement rien d'autre que les recettes de l'élaboration du kitsch, classique et éphémère, le kitsch. Il s'agirait du contraire dans l'esthétique dont je parle.
Elle devrait précisément faire litière des griefs qui suscitent un dégoût radical chez les artistes dignes de ce nom. Si elle continuait sur la voie de l'académisme, sans être capable de l'autocritique la plus résolue, elle serait d'emblée condamnée. Mais de même que l'esthétique, comprise comme élément de la philosophie, attend de voir son mouvement prolongé par l'effort de la pensée. De même, la pratique artistique la plus récente dépend de l'esthétique. S'il est exact que désormais des notions comme celle de l'utile et de l'inutile en art, de la séparation de l'autonome et du finalisé, comme celle encore de l'imagination et de l'ornement, sont en discussion avant même que le travail se situe positivement ou négativement selon ces catégories, alors l'esthétique devient un besoin pratique. Les considérations dont la portée dépasse les tâches immédiates auxquelles vous vous voyez quotidiennement acculés sont d'ordre esthétique, même malgré vous. Il en va de vous comme du monsieur Jourdain de Molière, qui dans son cours de rhétorique est tout étonné d'apprendre qu'il a parlé toute sa vie en prose. Si en l'occurrence ce que vous faites vous oblige à la réflexion esthétique, alors vous vous abandonnez à la force de sa pesanteur. Impossible au nom du simple bon aloi du spécialiste d'interrompre à plaisir cette réflexion pour la convoquer de rechef. Qui ne se met énergiquement en quête de la pensée esthétique tombe généralement dans le dilettantisme des hypothèses auxiliaires, dans l'approximation des tentatives de plaidoyer pro-domo. En musique, l'un des compositeurs techniquement les plus compétents de l'époque et qui a poussé à l'extrême le constructivisme de ses propres œuvres, je veux dire Pierre Boulez, a proclamé de manière emphatique l'exigence d'esthétique. Une telle esthétique n'aurait pas la sotte prétention de claironner les fondements de ce qui serait beau en soi, ni non plus par conséquent de ce qui serait laid en soi. Cette seule précaution devrait suffire à placer d'emblée le problème de l'ornement dans une autre lumière. Aujourd'hui, la beauté n'a pas d'autre mesure que la profondeur avec laquelle les configurations formelles assument les contradictions qui les sillonnent, et qu'elles ne maîtrisent qu'en allant à leur suite au lieu de les masquer. Une beauté de pure forme, quelle qu'elle soit, ne serait que vide et néant, tandis qu'une beauté de contenu se perdrait dans le plaisir sensible et pré-artistique du spectateur, où la beauté est comme la résultante d'un parallélogramme de force, où elle n'est pas. Qui plus est, une esthétique transformée dont le programme se dessine d'autant mieux que sa nécessité se fait davantage sentir, ne considérerait plus le concept d'art comme son évident corrélat. À la différence de l'esthétique traditionnelle, aujourd'hui, une pensée esthétique qui serait une pensée de l'art devrait aller au-delà de l'art, et du même coup au-delà de l'opposition désuète de ce qui est finalisé et de ce qui est libre de toute finalité. Cette opposition dont le producteur souffre tout autant que le spectateur.